Sur la main de Valérie. Ah bah elles sont habituées. Merci d'accueillir Bastien, Daniel, Clara, François et Anthony qui arrivent sur la plage. On va donc pouvoir commencer ce nourrissage. Alors tout d'abord, je vais commencer par des présentations très générales. Nous sommes devant des otaries de Patagonie. On peut les trouver sur toutes les côtes du sud de l'Amérique du Sud. Elles font d'ailleurs partie des plus grosses espèces d'otaries existantes. Nous ici, nos otaries, elles ne viennent pas de Patagonie, mais elles viennent d'un aquarium à Valence en Espagne. Chacune a un petit caractère et chacune a un prénom bien évidemment. Alors vous voyez qu'elles se sont toutes mises en place. Tout à gauche, nous avons Anthony. Anthony, bonjour. Bonjour Julie, bonjour messieurs, dames. Alors effectivement, donc, je vais vous présenter les individus avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Et galanterie oblige, nous allons commencer par ces demoiselles, avec celle que l'on va reconnaître le plus facilement, puisqu'elle est un petit peu blonde et surtout c'est la plus petite. Elle lève la nageoire, il s'agit de Ella. Alors, voilà, en plus c'est là, nous fait une vocalise. Donc Ella, voilà, comme je le disais, c'est la plus facile à reconnaître, donc c'est une femelle âgée de 5 ans maintenant. Et ensuite, nous allons avoir une deuxième femelle qui est juste au centre, il s'agit de Nora. Alors Nora, c'est une femelle âgée de 7 ans, elle est légèrement plus grande que Ella, et surtout, elle a le pelage beaucoup plus foncé, hein. Vous voyez que Ella, surtout au niveau de la tête, elle est beaucoup plus claire, et Nora, elle, est beaucoup plus foncée. Maintenant, nous allons passer à nos garçons avec Monsieur Aramis qui est juste ici. Alors Aramis, lui, c'est un jeune mâle âgé de 5 ans, tout comme Ella. Vous pouvez observer qu'il y a une belle différence au niveau de la taille. Et cette différence, justement, est encore plus flagrante chez Porthos, juste ici sur le plateau là-bas. Et justement, Monsieur Porthos, lui, c'est un mâle âgé de 7 ans. Il pèse environ 200 kg. Et c'est le mâle dominant du groupe, c'est aussi le plus gros. Et là encore, vous pouvez voir la différence de taille qu'il y a entre Nora et Porthos. Et pourtant, ils ont le même âge. Voilà, Julie. Merci beaucoup, Anthony. Est-ce que Porthos est obèse pour être aussi gros? Alors non, non, ne t'inquiète pas, Porthos n'est pas obèse. Alors surtout qu'en ce moment, nous sommes dans une période un petit peu délicate, c'est la période de reproduction. Et dans la nature, eh bien, les mâles patagoniens sont sujets à perdre beaucoup de poids durant cette période. Et c'est ce qui arrive aussi en ce moment à Porthos, hein. Alors pourtant, il ne mange pas énormément. Même des fois, il boude le poisson, mais justement, il perd quand même ce poids. Et donc, ce sont des animaux qui peuvent monter à 400 voire 450 kg à taille adulte. Pour Porthos, lui, il est encore jeune pour l'instant. Donc, il va encore grossir. Bien sûr. Oui. Et en plus de grossir, Porthos, il va avoir, on commence à le voir, une crinière. Alors ces animaux, ces otaries de Patagonie, elles ont plusieurs noms. On les appelle également otaries à crinière ou alors lion de mer. C'est souvent la traduction qu'on trouve d'ailleurs dans les reportages animaliers. Regardez en face de vous, François ébouriffe la jeune crinière de Porthos. Pour l'instant, c'est une petite crinière qu'il possède, mais d'ici quelques années, elle va réellement s'étoffer et elle va blondir. Ce qui fait que sur la plage, il aura réellement un aspect solaire, d'où le nom de lion de mer. Et c'est pareil pour Aramis, vous voyez la différence, 2 ans d'âge de différence, ça fait déjà pas mal de poids pris, hein. Alors, j'en viens vous expliquer ce que vous avez sous les yeux. C'est ce qu'on appelle un entraînement à visée médicale. Je vous ai dit qu'ici, on ne fait pas de spectacle. L'objectif, c'est de garder un maximum de comportement naturel des animaux pour qu'ils soient au plus proche de ce qu'on peut trouver dans la nature. Malgré tout, on est en captivité et on doit quotidiennement vérifier leur état de santé. Pour ce faire et pour éviter un maximum de ce qu'on appelle des contentions, c'est-à-dire les captures des animaux pour le moindre petit examen ou le moindre petit bobo qu'on aurait à soigner, on a mis en place cet entraînement médical. La base de cet entraînement, c'est de créer vraiment une grosse relation de confiance entre les otaries et les soigneurs pour que les otaries puissent coopérer de manière volontaire à effectuer différents exercices, différents déplacements pour qu'on puisse, alors déjà faire des petits check-ups, vérifier toutes les parties du corps de l'animal, le désensibiliser à ce qu'il soit manipulé et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors je vois Anthony que tu as un drôle de flacon dans les mains, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Oui, bien sûr, donc c'est une bouteille d'eau. D'accord. Pas très original. Non, c'est une bouteille dans laquelle il y a du gel pour échographie, justement. Alors, avec nos animaux, nous avons besoin de temps en temps de réaliser des échographies et donc nos animaux doivent coopérer avec nous. Alors justement, je vais faire une échographie avec Ella et Daniel et justement on va simuler cette échographie puisque tout à l'heure il se trouve qu'on va en faire une véritable un petit peu après avec le vétérinaire, donc on fait plusieurs sessions par jour et c'est jamais les mêmes sessions. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va préparer vraiment Ella à recevoir cette échographie. Alors il faut savoir que les caractères de nos animaux sont vraiment différents les uns aux autres. Et là, c'est une petite chochotte. En général, elle aime pas trop ça. Elle coopère quand même bien, mais vraiment, elle est assez sensible sur tout ce qui est échographie, prise de sang. Alors justement, les prises de sang, on peut les avoir sur nos animaux. On l'a surtout par exemple chez Porthos. Lui, il est très volontaire pour ça. Surtout que c'est une position, normalement, il faut être allongé, complètement allongé, détendu. Et Porthos, il aime bien se reposer. C'est un petit peu un feignant. Donc là, mon collègue Daniel, vous voyez qu'il a mis l'otarie dans cette position. Et justement, c'est une position qui va nous permettre d'avoir accès au ventre de l'animal. Donc, j'attends qu'il me dise que c'est bon, puisque c'est vraiment le soigneur qui a en contrôle l'animal qui nous décide. C'est moi et là. Et ensuite, on va appliquer donc le gel. Alors, et là, elle a un petit peu bougé, justement, c'est ce que je vous disais, elle est un petit peu sensible. Et ensuite, on va simuler, par exemple, avec le dos de la bouteille, eh bien, la sonde de l'échographe. Donc, et là, c'est moi, on y va. Et vous voyez que là, elle ne se relève pas. Donc, on va bien appuyer, faire comme si c'était une véritable échographie. Et vous voyez que l'animal se laisse faire, elle est absolument désensibilisée, il n'y a aucun problème. Bravo. Félicitations Ella. Alors vous voyez que les otaries, elles vont participer de manière volontaire et c'est ça l'objectif, c'est que ça devienne une routine, que ça devienne un jeu pour elles. Les animaux qui ne sont pas entraînés, eh bien pour le moindre petit examen, il va falloir qu'on les endorme, qu'on les flèche, c'est stressant, il peut y avoir forcément une part de risque. Cet entraînement, il nous permet justement d'avoir des animaux en parfaite santé. Et imaginez, regardez en face Clara avec son otarie, elle a une éponge. Ça nous permet de simuler, par exemple, si les otaries se font des petits bobos au niveau de leur nageoire, au niveau de leur palette natatoire, eh bien on va pouvoir les sécher et ensuite appliquer, par exemple, de la pommade cicatrisante ou alors du gel désinfectant. Ça nous permet justement, eh bien, d'avoir des otaries qui connaissent ces objets, qui connaissent ces manipulations, et qui se laisse totalement faire, parce que faut pas oublier qu'on est devant un animal sauvage, et même du haut de ses 200 kilos, les otaries eh bien, sont extrêmement craintives. La moindre nouveauté de leur environnement, le moindre apport de nouvel objet peut être synonyme de stress, et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. On va avoir des animaux qui coopèrent, qui sont bien. Alors comment est-ce que ça se passe ? Les soigneurs, ils parlent énormément avec leurs otaries. Chaque exercice est associé à une consigne orale. Donc on va leur donner une consigne orale pour un exercice. Mais vous pouvez voir qu'ils utilisent aussi énormément une autre partie de leur corps. À part leur corde vocale, ça va être leurs mains. Il y a tout un langage des signes qui a été mis en place entre les otaries et les soigneurs. Alors justement, vous pouvez voir nos soigneurs un petit peu partout. Regardez Anthony qui vient de mettre sa main en face de notre otarie pour demander de ne pas bouger. François à gauche, il dirige le gros Porthos. Et selon la gestuelle associée à l'exercice, l'otarie sait exactement ce qu'on lui demande. Alors une fois que l'exercice est réalisé, si l'otarie a choisi de coopérer, parce que ça marche justement que sur du choix, les otaries, on va les récompenser. Vous voyez, tout à gauche, François, il vient d'applaudir Porthos. C'est pas anodin. On applaudit les otaries pour leur signifier que l'exercice est terminé, qu'il est bien réalisé. On va les féliciter oralement, on va leur faire quelques caresses. Quoi qu'il en soit, la récompense finale, c'est du poisson, c'est ce qu'il y a dans les seaux. Alors, ça c'est le cas où tout fonctionne bien. Dans la vraie vie du soigneur, une otarie est parfois un petit peu caractérielle. Une otarie peut faire la grève et n'avoir absolument pas envie de travailler. Ça nous est arrivé il y a quelques temps. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va faire? Alors on ne force jamais les otaries, il n'y a aucune punition, ça marche que sur ce qu'on appelle du renforcement positif. On récompense les otaries dès qu'elles font quelque chose qui nous intéresse, un exercice de la bonne manière. Par contre, on va par exemple les ignorer quelques secondes.
si elles ne font absolument rien, et on va adapter au jour le jour les exercices qu'on va leur demander. Le matin, quand on arrive, on regarde si les otaries sont d'humeur travailleuse ou pas, et à ce moment-là, on va vraiment adapter les sessions d'entraînement. Quand elles n'ont vraiment pas envie de travailler, on va faire ce qu'on appelle des nourrissages libres. On va simplement les nourrir dans la journée, mais quoi qu'il en soit, qu'elles participent aux entraînements médicaux ou pas, elles auront leur entière ration alimentaire. En poisson, on va leur donner du sprat, du hareng, du maquereau, plein de variétés de poissons, parce qu'en plus d'être source d'alimentation, le poisson c'est aussi une source d'hydratation pour les otaries. Elles ne boivent jamais. L'océan, on a tous parfois bu un petit peu la tasse en se baignant dans l'océan. L'eau est salée, elle est impropre à la consommation, et pour les otaries, eh bien c'est pareil, leur corps n'est pas fait pour assimiler l'eau salée. Donc l'eau contenue dans le poisson est vraiment une source d'hydratation pour elles, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs variétés de poissons, et surtout en éléments nutritifs que les poissons apportent, on va vraiment pouvoir varier ça. En quantité de nourriture par individu par jour, on oscille l'été entre 3 et 5 kg par individu de poissons. Et en hiver, il arrive qu'on puisse donner à Porthos juste 9 kilos de poissons par jour pour lui tout seul. On va vraiment adapter les quantités de poissons par rapport à la courbe de croissance des otaries. Même principe que chez nous avec nos enfants. On a pas mal de données scientifiques et justement on participe à beaucoup d'études scientifiques pour améliorer nos connaissances en ce qui concerne les otaries, mais également tous les autres animaux du parc zoologique de Paris. Allez, vous voyez les otaries se balader sur la plage, elles marchent, elles courent, elles grimpent sur les rochers, c'est pas un problème pour elles. C'est vrai que on confond souvent les otaries et les phoques. Alors je vais finir là-dessus et je vais vous donner 2 petites astuces pour ne plus jamais vous tromper et reconnaître d'un seul coup d'œil une otarie avec un phoque. Les otaries, voyez qu'elles ont des nageoires très développées. Elles nagent extrêmement bien dans l'océan. Sur la terre ferme, elles sont extrêmement agiles. Elles vont être totalement amphibies. Elles se déplacent sur leurs 4 nageoires. Un phoque va avoir les nageoires avant beaucoup plus petites, situées plus en arrière sur son corps. Un phoque sur la terre ferme, il va se dandiner, il va ramper. Il n'est pas capable de se déplacer aussi facilement qu'une otarie. Alors ça, c'est quand on les voit sur la plage. Quand on les voit dans l'eau, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître phoque et otarie? Deuxième astuce. On va regarder au niveau de leur tête. Les otaries, à côté de leurs yeux, on voit très bien sur Ella qui est juste en face de vous, eh bien, les otaries vont avoir 2 petites oreilles. Regardez, Anthony et Clara nous montrent les petites oreilles de nos femelles, des bourrelets de peau recouverts de poils. Et ça, les phoques, ils n'en vont pas avoir ces petites oreilles. Ils vont juste avoir le trou de l'oreille, le conduit, mais non pas ces petites oreilles que les otaries possèdent. Donc, qu'elles soient dans l'eau ou sur la terre ferme, vous saurez maintenant d'un seul coup d'œil reconnaître les 2 espèces. Alors ici, on vous présente 4 individus. Dans la nature, les otaries, elles vont vivre en groupe de plusieurs dizaines d'individus. Elles vont énormément communiquer entre elles, notamment par les vocalisations. On a entendu tout à l'heure en début d'animation Ella vocaliser. Ella passe beaucoup de temps à vocaliser durant son temps libre dans la journée. Donc si vous repassez dans l'après-midi et que vous entendez une otarie vocaliser, ce sera certainement Ella. C'est une vraie pipelette. Dans la nature, la communication est vraiment importante entre les individus, mais surtout entre la mère et son petit. Le petit à la naissance ne va pas aller à l'eau. Pendant 1 mois et demi, il va rester sur la plage. Mais la maman, elle, doit s'alimenter. Elle va donc partir en mer se nourrir. Le petit va rejoindre d'autres petits. Ils vont former une sorte de crèche, de garderie. Ça permet d'éviter au maximum la prédation par d'autres animaux. Et lorsque la maman revient sur la plage, il y a plein d'otaries partout. Comment est-ce qu'elle va faire pour retrouver son petit? Elle va vocaliser. Les otaries ont chacune leur voix. Ils se reconnaissent les uns les autres de la même manière que nous, on se reconnaît les uns les autres. Donc en vocalisant, mère et petit peuvent se retrouver assez facilement. Je vais vous laisser profiter de la fin de cet entraînement médical. Vous allez voir qu'à la fin de l'entraînement, lorsque les soigneurs feront le signe de fin de session, les otaries retourneront vaquer à leurs occupations et vous pourrez aller observer à ce moment-là les petites oreilles dont je vous parlais tout à l'heure. On remercie toute l'équipe des soigneurs. Vous voyez que le nourrissage est terminé. Et pour ma part, je vous souhaite à tous une très bonne visite au parc zoologique de Paris.